Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Bienvenue chers auditeurs. Aujourd'hui c'est la journée mondiale dédiée aux réfugiés. Dans ce journal du 20 juin 2021, nous allons faire le tour des camps des réfugiés de la sous-région. Plus de 250 000 Burundais y sont hébergés et font face à de nombreux défis, comme vous allez le suivre tout à l'heure. Les employés de la Braroudi ne veulent pas être transférés dans des sociétés de sous-traitance comme le planifierait leur employeur. Leurs inquiétudes à suivre également au cours de ce journal. Pour le bilan d'une année du président Évariste Ndayishimiye, nous nous focalisons aujourd'hui sur le domaine des droits de l'homme. Dans un instant, le développement de ce journal. Page coopération. Pour commencer, l'EAC lance un appel à tous ses États membres de collaborer pour lutter contre toute forme d'idéologie de génocide dans la région. C'était au cours d'une discussion de haut niveau organisée ce vendredi sur le thème relatif à l'idéologie génocidaire. Cet appel intervient au moment où le Burundi a été le seul pays de la dite communauté à se désengager auprès de l'ONU dans la prévention du génocide il y a à peine un mois. Dani Claire Iratrumva nous fait le point. Si nous voulons réussir à éradiquer les vices du génocide, nous devons réitérer notre engagement maintenant plus que jamais, afin de montrer à ceux qui sont esclaves de son genre de mentalité que le monde ne peut plus tolérer aucune forme de divisionnisme et que nous sommes unis et engagés. Quels sont les propos d'Adam Mohamed, le secrétaire de cabinet du ministre kenyan des Affaires étrangères et du développement régional au sein de l'East Africa Community et en même temps président du Conseil des ministres de l'EAC? Au cours d'une discussion de haut niveau sur l'idéologie génocidaire tenue le 18 juin 2021 à Arusha, sous le thème « Se souvenir, s'unir, renouveler », Adam Mohamed a appelé toute la communauté internationale en général et les États membres de la communauté est-africaine en particulier à se mettre ensemble à différents niveaux dans la lutte contre toute forme d'idéologie de génocide ou le moindre signe de ce genre de crime. Dans son discours, Dan Kazungu, le haut commissaire du Kenya en Tanzanie, a à son tour appelé les pays membres de l'EAC à accomplir les obligations de droit international en poursuivant les présumés auteurs du génocide perpétré au Rwanda ou en les extradant vers ce pays pour être traduits en justice. Selon lui, il est grand temps que les États membres de l'EAC se lèvent et parlent d'une seule voix contre l'idéologie génocidaire, le négationnisme et la banalisation du génocide. De son côté, Adam Mohamed, le président du Conseil des ministres de l'EAC, a demandé au secrétaire général de cette communauté, Peter Matsuki, de coordonner les pays membres en accélérant la mise en œuvre du protocole de paix et de sécurité de l'East African Community et ses stratégies atténuantes. Il s'agit entre autres de sa composante de prévention, de gestion et de résolution des conflits qui explique clairement les dangers des vices du génocide ainsi que la manière dont il peut être prévenu, combattu et déraciné. Toutefois, à l'issue de la 75e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'est tenue du 17 au 18 mai de cette année, le gouvernement du Burundi a été le seul pays de la communauté est-africaine à voter contre la résolution A75/L.82 sur la responsabilité de protéger et de prévenir le génocide, le nettoyage ethnique, les crimes de guerre et c'est contre l'humanité. Une décision qui a inquiété l'opinion tant nationale qu'internationale. Parlons réfugiés sans transition. Je vous le disais dans les titres, le 20 juin de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale des réfugiés. Cette journée est un appel à une plus grande inclusion des réfugiés dans le système de santé, de l'éducation et du sport. Ensemble, on se soigne, on apprend et on rayonne. C'est le thème retenu pour cette année. La journée mondiale des réfugiés se célèbre au moment où les réfugiés burundais font face à de multiples problèmes en Tanzanie.
Le cas illustratif est celui du camp d'Onduta où l'insécurité alimentaire attire l'insécurité physique. Le gouvernement tanzanien, lui, souhaite qu'ils soient tous rapatriés au Burundi. Le point avec Emmanuel Niungeko. Lors de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés ce vendredi en Tanzanie, parmi les problèmes majeurs soulevés par les réfugiés figure la diminution de la nourriture, un problème qui est devenu de plus en plus compliqué à cause de l'interdiction à ces réfugiés de sortir du camp. Le représentant des réfugiés en a parlé dans son discours. Nous avons un problème sérieux de la diminution de la ration alimentaire. C'est un moment où l'on nous a interdit d'aller à l'extérieur pour exercer afin de satisfaire nos besoins. Pour ceux qui parviennent à avoir la nourriture, ils se retrouvent dans le manque de bois de chauffage, ce qui implique ces réfugiés dans d'autres problèmes. Nous avons également un problème de manque du bois de chauffage et ce problème nous cause beaucoup de conséquences. Quand nous allons à la recherche du bois de chauffage, nous sommes violés par les policiers et par la suite, ils nous emprisonnent. Dans la cérémonie de cette journée dédiée aux réfugiés, le gouvernement tanzanien a été représenté par l'envoyé du chef de district de Kibondo où se trouve le camp d'Onduta. Selon cet envoyé spécial, ce que la Tanzanie peut faire dans ces difficultés des réfugiés est l'augmentation de la nourriture pour ceux qui regagnent leur pays. La bonne nouvelle concerne l'augmentation de l'aide et de la nourriture aux réfugiés qui regagnent leur pays. Comme cela a été soulevé par les représentants des réfugiés, nous sommes parvenus à augmenter l'argent que chaque réfugié va avoir une fois arrivé au Burundi. Désormais, chaque réfugié qui rentre va avoir $150 au lieu de 70. Vous comprenez qu'une fois que vous changez cet argent en francs burundais, vous aurez une grande somme. Même dans d'autres camps des réfugiés en Tanzanie, la situation des réfugiés est toujours déplorable. C'est le cas du camp de Nyarugusu où celui que les réfugiés avaient élu comme représentant vient de passer une semaine en clandestinité du fait que les responsables de ce camp ne veulent pas de lui. Les réfugiés disent qu'il est victime de sa royauté car il ne tolère pas ceux qui violent le droit des réfugiés qu'ils représentent. Restons à l'extérieur du pays. Les Burundais réfugiés au camp de Lusenda situé en RDC indiquent que la journée mondiale des réfugiés ne leur dit rien. Ces réfugiés estiment qu'ils ont été abandonnés. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Certains réfugiés burundais du camp de Lusenda indiquent que cette journée arrive au mauvais jour car ils sont dans une pauvreté indescriptible. Le HCR qui les aidait à survivre s'est retiré dans le paiement du minerval des élèves. Ils ne savent plus à quel sens se vouer. Selon le témoignage de l'un d'entre eux. Cette journée internationale des réfugiés arrive alors qu'on est dans une désolation totale. Nous, réfugiés du camp de Lusenda, ne savons même pas que cette journée existe. Nous sommes dans une pauvreté sans nom. Nous avons 2 mois d'arriérés d'approvisionnement en vivres. C'est très honteux que les enfants ne sont plus à l'école car le HCR a dit qu'il ne va plus payer leur minerval. Ces réfugiés disent également que parmi eux, il y a ceux qui ont décidé de fuir le camp et retourner au pays natal à cause de la famine. Beaucoup de réfugiés ici à Lusenda ont jugé bon de fuir le camp et rentrer au pays à cause du mauvais traitement. Ils préfèrent être tués par balle au lieu d'être tués par la famine. La cause principale est la pauvreté et le mauvais traitement. Rappelons que les élèves du secondaire ont rompu leurs études alors qu'il restait 1 mois pour terminer l'année scolaire. Il y a aussi des femmes et des filles qui se sont lancées dans la débauche à cause de la pauvreté. En cette journée mondiale des réfugiés, ils sont à peu près 290 000 Burundais éparpillés dans les pays de la sous-région. La plupart sont dans les camps des réfugiés, d'autres dans des centres urbains. Selon les rapports du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR, le plan de réponse pour les réfugiés burundais est l'un des moins financés. Les détails avec Eloge Kwizera. Dans son rapport sorti le 31 mai cette année, le Haut Commissariat pour les réfugiés montre qu'en cette date, les réfugiés burundais restant
dans différents camps de réfugiés et dans des centres urbains de la sous-région sont au nombre de 280 357. La Tanzanie prend toujours la tête avec au total 137 363, soit 49% des réfugiés burundais. Ils sont répartis dans les camps de Nduta, Nyarugusu et Mutenderi. L'Ouganda vient en deuxième position, il héberge 50 998, soit 18,2%. En troisième position, il y a le Rwanda avec 47 803 réfugiés, soit 17,1% de la population des réfugiés burundais. La RDC en a 44 193, soit 15,8%. Les Burundais se sont réfugiés jusque très loin des frontières pour se rendre dans d'autres pays africains. On les retrouve au Kenya, dans son pays, de nombre 16 000 au Malawi, ils sont au nombre de 10 800 en Afrique du Sud, ils sont au nombre de 9 900 au Mozambique, on a de nombre 8 700 et enfin 8 100 en Zambie. Un autre rapport du HCR publié le 30 avril cette année montre que 8 Burundais au total ont fui le pays depuis le début de l'année jusqu'à cette date du 30 avril. Le même rapport montre que le plan régional de réponse humanitaire pour les réfugiés burundais est depuis sous-financé. Jusqu'au 30 avril, le HCR avait déjà reçu seulement 27,1 millions de dollars sur des 222,9 millions de dollars demandés, ce qui fait de la crise des réfugiés burundais l'une des crises les plus oubliées. Une courte pause et nous parlons gouvernance. Je vous le disais également dans les titres, la direction de la Braroudi envisagerait de transférer les travailleurs licenciés vers les maisons de sous-traitance collaborant avec cette entreprise. Les employés de la Braroudi s'insurgent contre cette mesure qui occasionnera la perte des salaires initiaux et avantages accordés par la Braroudi. Les détails avec Elvis Niomungeri. Dans une réunion dirigée par l'administrateur directeur général Madame Chidoum Ayen et les travailleurs tenus le 18 janvier dernier, cette ressortissante du Nigeria a bien expliqué aux participants que les salariés à renvoyer seront par la suite transférés dans les maisons de sous-traitance. Un des salariés concernés témoigne. La DG nous a tranquillisés dans une réunion affirmant que ceux concernés par la mesure vont être indemnisés et transférés dans les sociétés de sous-traitance. Nous avons répondu qu'il s'agit de mensonges. Ils nous rejettent dans la rue pour nous déshabiller l'étiquette de la Braroudi et nous revêtir l'étiquette des maisons de sous-traitance. Les travailleurs de la Braroudi s'insurgent contre cette mesure qui occasionnera la perte des salaires initiaux et avantages accordés par la Braroudi. Ils affirment que ce produit aurait pour but de remplir les poches de cadres de la Braroudi. Selon ces travailleurs, les mêmes cadres de l'entreprise sont en même temps des actionnaires de ces méthodes de sous-traitance. Ils veulent nous renvoyer pour nous transférer par la suite dans ces sociétés sous-traitantes qui nous rémunéreront des salaires insignifiants. Tous les frais qui devraient être sortis pour nous prendre en charge vont être détournés par les cadres de la Braroudi. Ce projet a été organisé pour les intérêts d'un petit groupe. Ce n'est pas l'intérêt de la Braroudi ou Enkem. Ils ont dit qu'ils finiront par le réaliser malgré l'intervention du gouvernement car ils détiennent les grandes actions de l'entreprise. Malgré la correspondance ministérielle adressée à la direction de la Braroudi, de suspendre le processus de licencier 73 employés de cette entreprise, la Braroudi a annoncé qu'il va continuer son projet de licenciement dit économique et que les salariés renvoyés seront remplacés par les sous-traitants. Dans ce climat de bras de fer, la Direction générale du travail annonce qu'elle s'exprimera sur le dossier. Toujours en page gouvernance, dans notre série de reportages consacrés aux lacunes qui ont caractérisé la construction du barrage hydro-agricole de Kadjeke,
Aujourd'hui, on vous parle du manque de volonté de finaliser les activités. La loi n'a pas non plus été respectée lors du choix du nouvel expert chargé de mener une nouvelle étude sur le projet. Les détails avec Éloge Divin Remèche. Après la résiliation du contrat avec la société Tamco qui s'occupait de la construction du pont sur le barrage hydroagricole d'Okadjeke, aucune autre société ne l'a remplacé pour la continuité des activités, ce qui a causé l'effondrement des colonnes qui soutenaient le pont depuis 2019 jusqu'à l'heure actuelle. Les sources de la RPA au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage disent qu'en 2019, un autre expert a été sollicité pour mener une étude qui permettrait la continuité et l'achèvement des activités dans de brefs délais. Mais ces sources indiquent que le choix d'un expert a été opéré sans aucune clarté. Elle s'appuie en premier lieu au fait que l'étude a été faite alors qu'il y avait encore d'autres sociétés qui effectuaient toujours des activités, en l'occurrence la Robuco et la Betuco. Autre fait relaté par les sources de la RPA est que le nouvel expert de nationalité tunisienne, dont le travail était de mener une étude sans qu'il y ait eu d'appel d'offres, comme cela se fait pour l'octroi des marchés publics. Ici, nos sources indiquent qu'aucune garantie sur la qualification du nouvel expert n'existait, ce qui laissait des doutes quant à son aptitude et des craintes que l'erreur commise en donnant le travail de mener une étude à l'ingénieur non qualifié nommé Kabga Agapit pourrait se répéter. En 2019 également, nos sources révèlent qu'un appel d'offres pour la continuité et l'achèvement des travaux a été lancé. 3 sociétés sont venues déposer leur dossier, à savoir la Sogeas Atom, associée à Getra, ainsi qu'une autre société d'origine chinoise. Ici, vous saurez également que cet appel d'offres et le dépôt des dossiers se faisaient alors que les sociétés Robuco et Betuco étaient encore sous contrat. Après le dépôt des dossiers de soumission, il en est resté dans la course 2 sociétés seulement, à savoir la Sogeas Atom associée à Getra, qui disait que le coût des activités était estimé à 60 milliards, ainsi que les ICK qui parlaient de 45 milliards comme coût des activités. Les sources de la RPA révèlent que l'argent nécessaire pour toutes les activités allait être donné par une société japonaise dénommée JICA. Cette dernière promettait de donner 50 millions de francs burundais, une somme qui équivalait au don du riz que le gouvernement japonais avait promis au gouvernement du Burundi. Ce dernier avait souhaité l'argent plutôt que le riz pour finaliser la construction du barrage d'Okadjeke. Par la suite, l'appel d'offres pour la construction du barrage a été annulé et nos sources affirment que la cause serait le fait que la société Sogeas Atom, associée à Getra, des sociétés à qui le gouvernement voulait donner le marché, avait donné un coût élevé par rapport aux moyens disponibles, lesquels allaient être donnés par la JICA. Les sources de la RPA au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage font savoir que notre soi-disant appel d'offres a été balancé et a laissé des zones d'ombre chez certains observateurs avisés. Ici, vous saurez qu'une seule société a été contactée, à savoir la Sogeas Atom, associée à Getra, et a été reconnue comme gagnant du marché de construction du barrage d'Okadjeke. Cette société a quant à elle changé le coût qu'elle avait donné pour la construction du barrage en indiquant qu'elle pourrait utiliser 48 milliards et demi au lieu de 60 milliards d'avant. Les sources de la RPA au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage révèlent donc que la construction du barrage hydroagricole d'Okadjeke a toujours été caractérisée par des lacunes, que donc la nouvelle commission mise en place par le président de la République devrait s'y pencher impartialement. Bouclons cette édition par les réalisations du gouvernement d'Évariste Ndayishimiye durant cette première année qu'il vient de passer à la tête du pays. Aujourd'hui, nous vous parlons des droits de l'homme. Des violations graves de ces droits de l'homme ont caractérisé cette période d'une année. Plus de 1000 personnes ont été arrêtées arbitrairement et plus de 70 autres ont été enlevées et portées disparues. À cela s'ajoutent d'autres crimes commis contre les citoyens. Les détails avec Francine Mahoro. Selon les rapports rendus publics par différentes organisations des droits de l'homme au Burundi, le 18 juillet 2020 jusqu'au 18 juillet 2021, Évariste Ndayishimiye n'a opéré aucun changement palpable dans le domaine du respect des droits de l'homme au Burundi. Au moins 1131 personnes ont été arrêtées arbitrairement, 76 autres personnes ont été portées disparues après avoir été enlevées. Les imbonerakure du parti CNDD-FDD, les agents du service national des renseignements, les forces de l'ordre ainsi que certains administratifs à la base sont les présumés auteurs de ces crimes. Ces rapports des organisations de la société civile ont également recensé
88 cas de torture et 85 autres victimes de violences basées sur le genre, des femmes et des mineurs qui ont été victimes de viols. Plus de 450 personnes ont été également tuées dans différentes localités du pays, ainsi que 255 autres personnes blessées suite aux différents mobiles. La grande majorité des victimes de ces crimes sont des membres du parti CNR, les militaires ex-FAB ainsi que d'autres personnes de l'ethnie Tutsi. Toujours dans ce rapport, la société civile burundaise n'a pas oublié de mentionner le trafic des êtres humains, surtout celui des femmes et des jeunes filles, qui continue d'être pratiqué au Burundi. Elle rappelle qu'en date du 14 décembre 2020, dans la zone Buterere, commune Nahangwa, à mairie de Bujumbura, 101 femmes et filles ont été appréhendées dans une villa alors qu'elles étaient en attente de transfert vers certains pays du Moyen-Orient où elles sont vendues comme des esclaves et subissent plusieurs types de violences par leurs maîtres et les proches de leur famille. Cette organisation de la société civile met en cause le parti au pouvoir, le CNDD-FDD et certaines institutions étatiques dans ce trafic, car il est légionnaire des milliards de francs burundais. Ces défenseurs des droits de l'homme dénoncent aussi les violations des droits des prisonniers dans certains établissements carcérales, contre surtout le groupe de détenus poursuivis pour des crimes liés à la politique. Ces prisonniers sont victimes de mauvais traitements de la part de leurs pairs proches du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Cette catégorie de détenus est souvent mise dans l'isolement où ils sont des fois torturés, d'autres ne sont pas autorisés à aller se faire soigner. Et tout cela se passe sous l'œil complice des responsables des établissements pénitentiaires. Cette organisation de la société civile déplore que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme CNDH, l'institution policière et l'institution judiciaire ne mènent pas des enquêtes approfondies pour identifier les auteurs de ces violations graves des droits de l'homme, en fait qu'ils soient punis conformément à la loi. Cette impunité fait que ces crimes continuent à s'accentuer dans le pays. Ainsi, ces défenseurs des droits de l'homme demandent avec insistance au président burundais d'apporter un réel changement dans ce secteur. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal de la RPA du 20 juin 2021. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Emile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.